Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un mécanisme qui est vraiment essentiel pour les membres du CSE, le Comité social et économique. C'est l'expertise pour risques graves. Un outil, franchement, qui, s'il est bien maîtrisé, peut vraiment renforcer la sécurité des salariés et puis aussi, il faut le dire, asseoir la crédibilité des élus, surtout face à des situations qui peuvent être complexes. Alors, notre exploration, elle va s'appuyer sur un document assez détaillé, justement sur cette expertise CSE face aux risques graves. L'idée, c'est simple, qu'on comprenne bien ensemble ce que c'est, comment on identifie ce fameux risque grave et puis comment fonctionne l'expertise qui va avec. Allez, on décortique ça ensemble. Oui, tout à fait. Et c'est important de saisir tout de suite que ce risque grave, ce n'est pas juste une idée en l'air, hein. C'est une notion juridique très solide. Elle est ancrée dans le Code du travail, c'est l'article L 2315-94, et sa raison d'être, elle est très concrète en fait. C'est de donner au CSE les moyens d'agir quand la santé physique ou mentale des salariés est menacée. Surtout, si l'employeur tarde un peu à réagir ou peut-être minimise la situation. C'est vraiment une prérogative forte du CSE. D'accord. Donc c'est un vrai levier juridique. Mais alors, sur le terrain, qu'est-ce qui constitue un risque grave? C'est quoi exactement? Alors, les définitions, elle est assez large et c'est voulu pour pouvoir couvrir plein de situations différentes. En gros, c'est toute situation de travail qui peut porter atteinte à la santé physique ou mentale des salariés. On pense tout de suite, bien sûr, aux risques physiques, les plus classiques, l'exposition à des produits chimiques dangereux, par exemple, ou alors les contraintes physiques qui mènent aux troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS. Ah oui, les TMS. Un sujet tellement fréquent et souvent compliqué à gérer, effectivement. Exactement. Mais ce qui a pris une importance énorme ces dernières années, et que la justice reconnaît pleinement maintenant, ce sont les risques psychosociaux, les RPS. Ils sont clairement couverts par cette notion de risque grave. Les RPS, oui, on en entend beaucoup parler, mais concrètement, ça recouvre quoi comme situation? Ça peut aller du stress chronique, lié à une surcharge de travail ou à des objectifs impossibles à atteindre, jusqu'à l'épuisement professionnel, le burn-out. Ça comprend aussi, bien sûr, les cas de harcèlement, qu'ils soient moral ou sexuel, la pression mise par le management de façon excessive, continue, ou même l'isolement, le manque flagrant de soutien, que ce soit de la hiérarchie ou même des collègues. Et puis, il y a aussi l'usure professionnelle, cette fatigue profonde, ce désengagement qui vient d'une exposition longue à des conditions difficiles. Ça aussi, ça peut être qualifié de risque grave. La jurisprudence est claire là-dessus. Ces facteurs psy et organisationnels, ce sont de vraies atteintes à la santé. D'accord. Donc une vision vraiment large de la santé au travail qui inclut l'organisationnel, le psychologique, c'est très important. Mais alors, ici ça devient intéressant. Pour qu'un risque soit qualifié de grave et justifier une expertise, quelles sont les conditions? J'imagine qu'il ne suffit pas d'être inquiet. Non, effectivement, il ne s'agit pas juste d'impression, de ressenti. La loi, et puis les tribunaux derrière, ont posé un double critère. C'est très clair. Premièrement, le risque, il doit s'être identifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pouvoir le prouver, le démontrer, avec des éléments factuels, objectifs, des choses tangibles. Pas de «on dit que» ou de supposition. Non, il faut montrer, preuve en moins, en quoi consiste ce risque. D'accord, des faits, des preuves. Et le deuxième critère? Alors, deuxièmement, le risque doit être actuel. Ce mot actuel, parfois, il prête un peu à confusion. Actuel, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu un accident juste avant, non. Ça veut dire que les causes du risque, les facteurs de danger, eh bien, ils sont toujours là, présents dans l'entreprise au moment où le CSE tire la sonnette d'alarme ou vote l'expertise. Le danger est là, il est actif. Même si, par chance, peut-être, il n'a pas encore provoqué d'accident grave ou de maladie pour tout le monde. D'ailleurs, une dégradation qu'on peut voir et documenter dans certains indicateurs, ça peut suffire à prouver que le risque est bien actuel. Identifié et actuel, c'est bien noté. Mais pour les élus du CSE qui sont sur le terrain, au contact des salariés, comment ils peuvent repérer concrètement les signaux qui devraient les alerter? Quels sont ces fameux indicateurs? Ah, c'est justement là que leur vigilance est absolument clé. Il y a plusieurs signaux qui peuvent et même qui doivent attirer leur attention. Par exemple, une augmentation notable de l'absentéisme, sans explication évidente, ou une hausse des arrêts maladie. Surtout si le lien avec le stress ou les conditions de travail est mentionné, soit par les salariés eux-mêmes, soit par le médecin du travail. Un taux de rotation du personnel, le turnover, qui est anormalement élevé, ça c'est souvent un symptôme aussi de problèmes plus profonds.
Ça, ce sont des indicateurs plutôt quantitatifs, assez objectifs. Est-ce qu'il y a d'autres types de signaux, peut-être plus qualitatifs? Oui, bien sûr. Il y a les plaintes répétées des salariés sur leur charge de travail, la pression qu'ils ressentent, le manque de moyens, ou même l'ambiance générale. Une dégradation qu'on peut sentir dans l'atmosphère de travail, des tensions fréquentes, ça c'est un indice qualitatif très important. Et puis, évidemment, les alertes ou les rapports du médecin du travail. Ça c'est une source d'infos primordiale. Et pour les risques plus classiques, on va dire physiques ou chimiques, le fait de constater souvent des équipements pas conformes, des règles de sécurité pas respectées, des installations vieillissantes, ça ce sont des signaux d'alarme évidents. Oui, ça demande une vraie observation attentive et puis une écoute active des salariés, j'imagine? Absolument. Et ce qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est qu'aucun de ces signaux ne doit être pris à la légère. Même s'ils semblent isolés au début, ils peuvent être les premiers signes d'un problème plus grave. Les repérer, les suivre, les documenter, ça permet souvent d'agir avant que la situation ne s'aggrave vraiment. C'est ça le cœur de la prévention efficace. Agir sur des signaux, même faibles, avant qu'il y ait un incident majeur. D'accord. Alors, une fois qu'on a repéré ces signaux, qu'on a une suspicion sérieuse de risque grave, quelle est la suite? Pour convaincre l'employeur que la demande d'expertise est justifiée, et puis potentiellement un juge si jamais l'employeur conteste, il faut arriver avec un dossier qui tient la route. Un dossier basé sur des faits, précis, argumentés. C'est ce dossier qui va donner de la force et de la légitimité à l'action du CSE. Sans ça, franchement, la demande risque d'être refusée ou contestée facilement. C'est la crédibilité du CSE qui est en jeu en fait. D'accord. Alors, pour qu'il soit vraiment solide, irréfutable même, qu'est-ce qui doit contenir ce dossier? Quel type de preuves on doit rassembler? La clé, c'est d'avoir plusieurs types de preuves qui convergent et qu'elles soient précises. On peut lister plusieurs catégories d'éléments importants. Premièrement, des indicateurs chiffrés. Les stats d'accidents du travail, de maladies professionnelles, les ATMP, leur évolution dans le temps. Les données précises sur l'absentéisme, le taux, la durée, les motifs si on arrive à les avoir. Les infos qui viennent des visites médicales, des rapports du service de santé. Par exemple, un graphique qui montre que les AT ont augmenté de 20% sur les 6 derniers mois, ça parle. Oui, les chiffres, ça a du poids, c'est certain. Et à part les chiffres? Deuxièmement, les témoignages de salariés. Alors ça, c'est un point délicat, mais c'est souvent essentiel, surtout pour les RPS. Il faut les recueillir avec méthode, bien sûr, en garantissant l'anonymat si c'est nécessaire, et ils doivent porter sur des faits précis, des situations vécues, pas juste des opinions. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la jurisprudence confirme que des attestations ou même de simples emails de salariés qui décrivent leur mal-être lié au travail, eh bien ça peut être des preuves, si bien sûr elles sont cohérentes avec d'autres indices. Donc même le ressenti peut compter s'il est bien décrit, factuel et mis en contexte? Exactement. Ça aide à montrer la réalité du risque. Troisièmement, les documents internes de l'entreprise. Ça, c'est crucial aussi. Les procès-verbaux, les PV des réunions précédentes du CSE, où on a déjà parlé du problème, mais sans que ça bouge vraiment. Les échanges de courriers et d'emails avec la direction sur les soucis identifiés. Les plans de prévention qui existent peut-être, mais qui ne sont pas suffisants ou pas appliqués. Les rapports d'audit interne, s'il y en a eu. Quatrièmement, les rapports ou constats externes. Ceux de l'inspection du travail, s'ils sont intervenus. Les alertes écrites du médecin du travail. Les conclusions d'audit externes sur les conditions de travail, s'il y en a. Et enfin, cinquièmement, les observations directes que les élus font eux-mêmes et qu'ils notent. Pendant leurs visites, leurs discussions avec les salariés, des descriptions factuelles des postes, de l'organisation qu'ils voient, de l'état du matériel. Waouh, c'est un vrai travail d'enquête en fait que le CSE doit mener en amont. C'est tout à fait ça. La rigueur est essentielle. Chaque pièce du dossier, si possible, doit être datée, précise, vérifiable. Le but, c'est vraiment de construire une démonstration qui repose sur des éléments solides, difficilement contestables. Mener une enquête interne sérieuse, bien documentée, c'est souvent indispensable avant de se lancer. Ça renforce non seulement la légitimité de la demande d'expertise, mais ça permet aussi d'anticiper les arguments que l'employeur pourrait utiliser pour contester devant le tribunal. C'est très clair. Alors, avant qu'on aborde le lancement de l'expertise elle-même, il y a un point qui revient souvent et qui peut créer de la confusion. C'est la différence entre ce risque grave dont on parle et le danger grave et éminent, le fameux DGI, qui est lié au droit de retrait. Pourquoi c'est si important de bien faire la distinction? Ah oui, c'est une distinction absolument essentielle. Parce que les mécanismes et les objectifs sont radicalement différents. Le danger grave et imminent, le DGI, ça renvoie à une situation d'urgence absolue. Vraiment, on parle d'un danger qui peut entraîner la mort ou une blessure très grave, une incapacité permanente ou même temporaire, mais longue, et ce, dans un délai très court. L'imminence, c'est ça la clé.
Face à un DGI avéré, le salarié a un droit individuel affirmé, le droit de retrait. Il peut quitter son poste sans autorisation pour se mettre en sécurité. Et l'alerte DGI, qui est souvent lancée par un élu du CSE, elle oblige l'employeur à enquêter et à agir tout de suite, en général dans les 24 heures. Pensez à une fuite de gaz, un échafaudage qui menace de tomber, une machine super dangereuse sans aucune protection. C'est l'action immédiate pour stopper un péril imminent. C'est un peu comme utiliser un extincteur sur un feu qui démarre tout juste. D'accord. L'urgence, l'action immédiate pour le DGI et le risque grave dans cette image de l'extincteur. Eh bien, l'expertise pour risque grave, elle s'inscrit dans un temps différent. Elle ne répond pas à une urgence vitale, là, maintenant, tout de suite. Son but, c'est d'analyser en profondeur les causes d'un risque qui est bien réel, bien actuel, mais qui est souvent plus diffus, plus structurel. Un risque qui est ancré dans l'organisation du travail, dans les processus, dans les conditions de travail sur le long terme ou dans les facteurs psychosociaux, justement. La démarche, elle est collective. C'est le CSE en tant qu'instance qui décide de faire appel à un expert extérieur après un vote. L'objectif, ce n'est pas le retrait immédiat, c'est une analyse poussée pour comprendre les racines du problème. Si le DGI, c'est l'extincteur, l'expertise pour risque grave, on pourrait dire que c'est l'audit de sécurité incendie du bâtiment, pour comprendre pourquoi des départs de feu sont possibles et comment on renforce toute la structure pour éviter le prochain sinistre. Extincteur contre audit structurel. L'image est très parlante, oui. Deux outils indispensables, mais avec des usages et des buts bien distincts. Précisément. Et utiliser le bon outil au bon moment, c'est fondamental pour que l'action du CSE soit efficace. Essayer d'utiliser l'expertise risque grave pour une situation de DGI, ce serait beaucoup trop lent. Et à l'inverse, le DGI, ça ne permet pas d'analyser les causes profondes d'ARPS, par exemple. Entendu. Alors, imaginons, le CSE a constitué son dossier, il est convaincu qu'un risque grave est bien là et qu'une analyse externe est nécessaire. Comment il lance formellement cette expertise? Alors, le processus est bien cadré par la loi. La décision, elle doit être prise pendant une réunion du CSE, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire. Le point recours à l'expertise pour risque grave doit être inscrit noir sur blanc à l'ordre du jour. Pendant la réunion, les élus discutent de la situation, ils s'appuient sur les éléments du dossier qu'ils ont préparé et ensuite ils passent au vote. La décision est prise à la majorité des membres présents qui ont le droit de vote et c'est très important que le procès-verbal, le PV de cette réunion, note très précisément la décision, les raisons détaillées qui la justifient en faisant référence au dossier et bien sûr le résultat du vote. D'accord. Une décision collégiale, bien formelle et surtout motivée. Exactement. Et un aspect qui est absolument central et qui soulève souvent des questions, c'est le financement. Qui paye pour ça? Là, la loi est très claire. L'expertise pour risque grave est intégralement financée par l'employeur. C'est écrit dans le Code du travail. Et ça, c'est déterminant, parce que ça assure l'indépendance financière de l'expert. Et ça donne au CSE les moyens de faire une analyse approfondie sans devoir piocher dans son propre budget de fonctionnement, qui est souvent assez limité. Oui, cette prise en charge par l'employeur, ça garantit donc l'accès à une expertise vraiment indépendante. Et c'est quoi le but final de cette mission d'expertise une fois qu'elle est lancée? L'objectif premier, c'est d'obtenir un diagnostic objectif, argumenté sur les facteurs de risque. L'expert qui est choisi, et qui doit être agréé, c'est important, va mener sa propre enquête. Il va analyser les documents, observer sur le terrain, faire des entretiens individuels ou collectifs. Tout ça, bien sûr, en respectant la confidentialité et l'anonymat si c'est nécessaire. Il va chercher à comprendre les causes profondes du risque grave que le CSE a identifié, qu'elles soient techniques, organisationnelles, managériales, peu importe. Et sur la base de cette analyse, il va rédiger un rapport détaillé, qui non seulement décrit la situation et les risques, mais surtout qui formule des préconisations. Des propositions concrètes, opérationnelles, pour prévenir le risque, pour améliorer durablement les conditions de travail et protéger la santé des salariés. Ce rapport, ensuite, il sert de base de discussion entre le CSE et l'employeur pour mettre en place un plan d'action. D'accord, le rapport apporte vraiment des pistes de solutions concrètes. Il y a aussi la possibilité pour le CSE de se faire accompagner dans toute cette démarche. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent ou de recommandé? Alors, ce n'est pas une obligation légale, mais c'est vrai que c'est souvent une aide très précieuse.
Monter un dossier solide qui tienne la route face à une éventuelle contestation de l'employeur devant le juge. Rédiger la délibération du CSE pour qu'elle soit juridiquement béton. Choisir le bon expert agréé, celui qui est vraiment pertinent pour la problématique spécifique. Et puis suivre toute la procédure, respecter les délais. Il faut savoir que l'employeur a 10 jours pour contester la nécessité de l'expertise devant le juge après la délibération du CSE. L'expert lui-même a aussi des délais pour rendre son rapport. Tout ça, ça demande quand même une certaine expertise, juridique et technique. Donc oui, se faire accompagner par des conseils spécialisés, ça peut vraiment sécuriser la démarche du CSE et augmenter ses chances d'arriver à des améliorations concrètes à la fin. Donc une procédure qui est bien définie, avec des étapes claires, des délais assez stricts et la possibilité d'avoir un soutien extérieur pour aider à naviguer tout ça. C'est exactement ça. C'est d'une procédure qui donne au CSE un vrai pouvoir d'investigation et aussi de proposition sur des sujets vraiment de fond qui touchent à la santé, à la sécurité au travail. Très bien. Si on devait essayer de résumer les points vraiment essentiels avant de conclure, l'expertise pour risques graves, c'est un outil puissant pour le CSE, très différent du DGI. Elle repose sur l'identification d'un risque qui est actuel, qui est prouvé par des faits concrets, documentés dans un dossier solide. On la déclenche par un vote formel en réunion CSE. Et, point très important, elle est financée par l'employeur, ce qui permet une analyse indépendante et fouillée pour aboutir à des préconisations de prévention. C'est bien ça, Alès. C'est une excellente synthèse, oui. Ce qu'il faut vraiment retenir, je pense, c'est que cette démarche, même si elle est souvent lancée parce qu'une situation s'est dégradée, elle a une portée qui va plus loin. Elle s'inscrit vraiment dans une logique d'amélioration continue. C'est une opportunité de transformer un risque, qu'il soit latent ou déjà avéré, en un levier. Un levier pour une action préventive qui soit structurée, basée sur une analyse externe objective. C'est un moyen, au fond, de faire progresser durablement la culture de prévention dans l'entreprise et la qualité de vie au travail. Alors, au final, que signifie tout cela? Peut-être une dernière question pour qu'on y réfléchisse, au-delà de la procédure elle-même. Comment cette capacité pour le CSE d'obtenir une analyse approfondie, qui plus est financée par l'employeur, peut-elle non seulement aider à résoudre un problème à un instant T, mais aussi contribuer à faire changer durablement la culture de prévention dans l'entreprise? Comment les élus peuvent-ils s'emparer de cet outil puissant, non pas juste pour réagir à une crise, mais comme un levier stratégique, pour anticiper les risques et pour construire petit à petit un environnement de travail qui soit plus sûr, plus sain et finalement plus respectueux des personnes qui y travaillent? La question reste ouverte.